Chers internautes, bonjour, bienvenue pour ce 171e site-rep sur la Syrie et sur la Palestine, en compagnie d'Aïssar Midani. Aïssar, bonjour. Bonjour Raphaël, bonjour chers internautes et bonjour à tous les internautes qui nous regardent et ceux qui suivent aussi la chaîne et d'autres chaînes aussi qui nous publient. Et Alors après merci, un précédent site-rep bienvenue. avec une actualité inquiétante et malheureusement très chargée, cette semaine encore c'est une actualité chargée, mais on va l'espérer peut-être porteuse également d'espoir, hein. En tout cas, voilà. On va commencer par commenter la réélection de Vladimir Poutine en Russie, voilà, qui est une surprise, je pense, pour personne, mais qui marque, voilà, peut-être encore une fois l'empreinte de l'histoire de la Russie et du monde, Vladimir Poutine, par sa longévité. Est-ce que tu peux nous commenter cette réélection? D'abord, il faut savoir que Vladimir Poutine a été réélu avec une très grande participation déjà du peuple en fait de la Russie de la Russie. J'allais dire de la Russie soviétique, mais non, c'est de la Russie. Les Occidentaux ont tablé sur une très faible participation, ce qui s'est montré au contraire une erreur totale puisque la participation à travers l'ensemble de la République russe a été très importante, aux alentours de 87%. C'était la moyenne sur l'ensemble, ajouté au fait que c'était pratiquement 97% dans les républiques qui ont rejoint récemment la La Russie, donc Fédération de Russie. voilà, la Fédération de Russie. Donc c'est Lugansk et Donetsk. Donbass, Donetsk, Lugansk et la Crimée. Donc où les scores ont été de 97% pratiquement. Et donc c'est très important de voir ça, Mhm. de voir que voilà un Poutine qui revient au pouvoir encore plus fort que jamais, en fait, parce que là, il a une sorte de plébiscite par le peuple russe, ou le peuple de l'ensemble des républiques de la Fédération russe. Mhm. Et ça, c'est quelque chose de très important, ce qui veut dire aussi c'est un plébiscite au niveau de sa politique étrangère, de sa politique mondiale, de sa politique de développement économique malgré Les sanctions. les soi-disant sanctions, en fait, malgré l'embargo américain et occidental, le développement du pays, le développement aussi de ses capacités à la fois de défense, mais aussi d'autosuffisance alimentaire, mais c'est aussi vis-à-vis de sa politique étrangère dans le monde entier. Oui, Donc parce ça, c'est un plébiscite important. on Mm. dit souvent que Poutine est isolé, on répète ça souvent dans les médias occidentaux, les politiques le disent, mais dans les faits, Poutine est moins isolé que Macron. Oh ben, ça n'a rien à voir. D'accord, excuse-moi. Mais oui, effectivement, ça n'a rien à voir parce que Poutine, non seulement il n'est pas isolé, il est soutenu par son peuple, mais aussi par beaucoup de peuples du monde. En témoignent justement toutes les communications de félicitations de ce matin et d'hier, donc de l'ensemble des peuples, que ce soit d'Amérique latine ou de l'ensemble des pays, pardon, que ce soit de l'Amérique latine, de l'Afrique, du Moyen-Orient et aussi donc de l'Asie. Mhm. Donc c'est très très important de voir tout ça. Il y a beaucoup
d'espoir, je dirais, qui naissent aussi de cette élection, où d'ailleurs le président Poutine lui-même, il commente en disant, de toute façon, c'est le début d'une nouvelle ère mondiale. Comme il l'avait dit d'ailleurs le lendemain de l'opération en Ukraine, en disant que de toute façon, le monde monolithique et monopolaire est fini et que commence aujourd'hui une ère de monde multipolaire. Là, aujourd'hui, de plus en plus, cette réalité du monde multipolaire avance, je dirais, et puis se cristallise de toute manière au fur et à mesure. Alors La deuxième, une constante dans le discours de Poutine, hein. On peut réécouter d'ailleurs la dernière interview qu'il a livrée avant sa réélection, c'était le 13 mars auprès de médias russes. C'est quelque chose qu'il réaffirme. Il répond aussi dans cette interview aux menaces françaises, en réaffirmant que les deux seuls pays finalement qui avaient ce qu'on appelle une triade nucléaire, donc le moyen mhm, d'envoyer des missiles nucléaires par trois moyens différents, air, terre, mer, pour faire simple, mhm, c'était les Russes et les Américains, et que mhm, là-dessus, les Russes étaient bien plus, comment dire, au point que les Américains. Euh, donc à la fois une réaffirmation de puissance, mais c'est pas, il ne menace pas directement, il répond à une menace en fait. mhm. Tout à fait. En fait, il est important de noter quand même que le développement de l'armement russe a fait un grand pas aussi sous le règne de Poutine, hein, et qu'il y a beaucoup d'usines qui ont repris l'activité, qu'il y a beaucoup de choses qui se sont construites aussi, des relations qui ont été aussi scellées avec d'autres pays comme l'Iran et la Chine, et qu'il y a eu aussi, bien sûr, avec tous les pays de l'Amérique latine, les pays du BRICS, en fait, tout ceci ça a été l'œuvre à la fois non seulement de Poutine, mais aussi avec les chefs d'État qui le reconnaissent et qui estiment qu'il est important d'avoir des relations très importantes et très proches avec la Fédération de Russie. Je voudrais noter aussi l'évolution des relations de tous les pays africains aussi avec la Russie, chose qui est très très importante parce que ces pays africains sont aussi les pays où se retrouvent les ressources de gisement très importants pour l'industrie, notamment pour les industries modernes, je dirais, l'industrie de l'informatique, des missiles, etc., et l'industrie des robots et tout ça. Donc, en fait, le lithium, l'uranium, et l'industrie de l'énergie, bien entendu. Les ruptures qui se font aussi avec le système colonial ancien, entre l'Afrique et le système colonial ancien, donc l'Afrique qui a balayé la présence française, en fait, pour certains pays africains. Actuellement, le Niger, en dernier, qui a balayé la présence américaine aussi suite à des manquements en fait de respect des délégations américaines au peuple du Niger. Donc, dans toutes ces relations, on voit que il y a un changement effectivement qui s'opère dans le monde. Je pourrais aussi embrayer aussi sur le fait que récemment il y a eu aussi des manœuvres militaires pour faire face aux manœuvres américaines et aux menaces américaines en mer Indienne et en mer Rouge contre le Yémen, l'Iran, et tout ça autour du problème le plus important aujourd'hui de Gaza et de l'agression israélienne
contre Gaza et tous les Palestiniens. Donc, dans ce cadre, on voit que aussi il y a eu déjà des manœuvres importantes des Américains avec leurs alliés britanniques et de la région. Et ben face à cela, maintenant, il y a des manœuvres. Il y a eu effectivement la semaine dernière des manœuvres très importantes russes, iraniennes et la Chinoise, Russie, l'Iran et la Chine. Voilà. tout à fait. Et donc, merci. Donc ça, c'est important. On voit aussi que aujourd'hui, le ton monte des deux côtés, que tout le monde ne se soumet pas aux Américains comme ça a été peut-être à un moment donné. Même ceux qui ne se soumettaient pas, ils étaient en train de taire en fait leur contradiction avec les Américains. Ils essayaient de travailler avec des forces, comme on dit, soft power, en fait. Mais là, vraiment, les choses, étant donné en fait l'agressivité américaine grandissante vis-à-vis des autres pays et l'agressivité israélienne génocidaire grandissante vis-à-vis de la Palestine et vis-à-vis des Palestiniens. Et donc, ça vient effectivement sur le devant de la scène politique mondiale, je dirais, pour montrer que de toute façon, c'est la période de la domination sans équivoque est révolue et qu'aujourd'hui, il faut qu'ils rendent des comptes et il faut qu'ils se soumettent à un certain nombre de lois. Mhm. Vas-y. Alors cette contestation, elle a lieu également en France. Il y a donc le cercle de réflexion interarmée qui a publié un document cinglant dans lequel il explique pourquoi les récentes déclarations d'Emmanuel Macron à l'encontre de Poutine et de la Russie sont, à leur sens, démesurées et disproportionnées et peuvent nous emmener très loin dans un conflit armé dont nous ne voulons pas et dont nous ne maîtrisons pas en fait les tenants et les aboutissants, tout simplement. Mm. Il y a eu une interview du général Coustou par Nexus, le magazine Nexus, et également par Sud Radio, très intéressante. Donc suite à laquelle d'ailleurs il a reçu des menaces de mort, hein, ce général. Donc où il dénonce pas mal de choses. Euh, il dénonce la corruption du gouvernement, Essentiellement. et le délabrement de l'armée française. Il explique, lui et d'autres expliquent que de toute façon, si la France a essayé d'aligner leurs troupes, on pourrait tenir 80 km de front ou 100 km de front, mais guère plus. On n'a plus assez de soldats. Et donc les déclarations va-t-en-guerre de Macron, elles sont un peu ridicules. Et d'ailleurs, il y a une vidéo qui circule où on voit Sergei Lavrov réagir en rigolant quand on lui demande qu'est-ce qu'il pense des déclarations de Macron. C'est vrai que c'est assez pitoyable. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Bah, écoute, je pense que de toute façon, les déclarations, comme tu les appelles, va-t-en-guerre de Macron, elles sont plutôt imposées par les Américains ou imposées par une politique de suivisme aux États-Unis qui est menée par la France, qui aujourd'hui, en fait, malheureusement, en fait, qui n'a pas vraiment les moyens de s'opposer et puis de lever la tête face aux Américains, étant donné que l'annexion, je dirais, totale au niveau, ou presque totale au niveau, l'annexion au niveau économique, le fait qu'il y a eu aussi une destruction des moyens économiques d'indépendance de la France et que ça fait que la France tombe dans le suivisme à la fois politique et économique au diktat américain. Et donc, elle va jusqu'à faire effectivement comment dire, des menaces ou des déclarations va-t-en-guerre, alors qu'elle n'en a pas les moyens. Et donc, en fait, poussée par les Américains, ceci aussi est le cas de toute l'Union européenne, malheureusement. Ursula von der Leyen, qui est la secrétaire de l'Union européenne,
ça tranche quand même avec les déclarations de Joseph Borrell, mais, euh, mais bon, ces contradictions restent superficielles puisque sur le fond, ils restent tous à obtempérer au diktat américain d'une part et à soutenir aussi les Israéliens d'autre part. Il faut le dire. On parlait tout à l'heure des exportations d'armements françaises vers Israël et vers les autres pays. Les exportations de l'ensemble des pays européens envers Israël. Les déclarations, les déclarations qui disent que Israël exagère, qu'il faut qu'ils arrêtent, que ce génocide est quelque chose à Gaza, hein, par rapport à Gaza, qu'il faut arrêter le génocide et ceci et cela. Je voudrais quand même souligner que les accords d'association continuent, que le soutien, les accords d'association entre l'Europe et Israël continuent. Ça veut dire qu'il y a quand même des échanges réguliers en tout. Ça d'une part. D'autre part, que la politique aussi de soutien par les armes continue aussi, l'envoi d'armement continue, que l'envoi de personnes qui sont de double nationalité, qui vont se battre en Israël aux côtés des Israéliens contre les Palestiniens, ça continue aussi. Alors Euh, justement, on va parler maintenant du conflit qui continue à Gaza. Donc on est déjà le décompte macabre officiel est de 31 000 morts et 31 819 morts. J'ai du mal à le dire tellement ça dépasse à l'entendement. Et 73 934 blessés. Donc En 6 mois, en les 6 mois. morts et les blessés ont dépassé, d'après certains, le nombre de blessés, de morts en 4 ans de guerre. Toute guerre Par confondue. ailleurs dans les autres pays, alors que là, c'est un petit territoire et là, on est au 166e jour de cette guerre sinistre, hein, qui est un véritable génocide. C'est pas une guerre, hein. Je veux dire, moi, je parle comme ça d'une guerre et ce n'est pas du tout d'une guerre, hein, parce que d'abord, c'est un pays occupé. Israël occupe le pays et elle mène cette guerre contre la résistance du peuple de ce pays. Et en fait, c'est un véritable génocide en le trucidant, quoi, carrément. Ça, c'est important à voir. Donc, 31 000, presque 32 000 morts assassinés. Alors, ça, c'est pas seulement dans le passé, ça continue. Il faut voir que toutes les nuits, cette nuit et depuis 5 heures du matin, il y a bombardement sur l'ensemble de la région, sur l'ensemble de Gaza, que l'armée israélienne a visé et vise toujours les gens qui viennent prendre les aides, les rares aides qu'ils ont laissées filtrer à travers le passage de Rafah. Ces 2 camions d'aide qui sont arrivés au nord de Gaza, en fait, Israël tire sur les personnes qui viennent prendre les sacs de farine et qui viennent prendre les aides. Elle tire sur par le ciel, par la mer et de la terre, parce qu'ils sont aussi présents donc à Gaza. Ils tirent sur toutes les personnes, comme ça, tous azimuts, toutes personnes confondues. L'hôpital, le complexe hospitalier à Shifa est encore une fois l'objet d'agressions, d'encerclement par des chars, et ils tirent sur tout ce qui bouge. Et ils interdisent aux cadres hospitaliers de sortir. Ils sont arrêtés, ils sont interrogés, et des séances d'interrogatoire sous la torture. Les personnes, mais il faut quand même savoir que depuis le début, c'est la deuxième fois où on revient
l'armée israélienne revient à ce complexe hospitalier. C'est la deuxième fois, puisque la première fois, ils l'ont encerclé avec les chars, ils l'ont envahi, ils ont dit, ah, il y avait comment dire, Un centre de c'est commandement. le, voilà, alors que c'était tout simplement un fusil qu'ils ont placé à côté de la caméra ou à côté de l'appareil d'IRM, d'imagerie médicale. Et bon, ils avaient arrêté déjà l'ensemble du cadre hospitalier, etc. Ils avaient obligé les blessés à sortir, à marcher vers le sud, et ils leur ont tiré dessus. Bah, aujourd'hui, ils recommencent, hein, puisque ce centre est devenu aussi, avec les moyens de bord, ils ont réussi à refaire marcher certains services, hein, mais Mhm. certains seulement. Et donc, bon, bah là, ils reviennent à la charge, hein, et il est devenu aussi une sorte de centre d'hébergement. Il y a 5000 personnes quand même qui sont venues se réfugier à l'intérieur de ce complexe hospitalier. Mais les Israéliens continuent. Donc là, ils somment les personnes qui y sont de quitter et de se diriger vers Beit Lahia, et donc vers le centre, hein, alors qu'ils sont en train de tirer aussi dessus. Et on voit que c'est vraiment un génocide comme ça à la mitraillette et par tous les moyens de toute la population civile. Ils ont arrêté tous les hommes, ils les ont déshabillés, démunis de leurs vêtements, ils les obligent à se mettre à genoux et à se mettre. Ils les ont amenés à un endroit inconnu, et ils ont sommé les femmes et les enfants à se diriger vers Bethlahia, qui est en plus une région où ils tirent dessus. Et ils somment les gens de partir vers le sud, ils leur tirent dessus, ils les somment la même manière au centre de Gaza et au sud, donc à la ville de Rafah et Khan Younes. Les tirs israéliens continuent aussi sur la ville et sur l'ensemble des. Il y a eu ce matin plus de 5 massacres qui ont été commis contre des familles, contre des maisons, comment dire, des buildings habités. 5 buildings ont été dynamités et bombardés sur la tête de leurs habitants. Et donc, voilà, ça continue au vu du monde entier. Et personne n'y arrête ni peut rien. Israël continue à jouer euh, le massacreur d'élite, je dirais. Voilà. Et en fait, face à cela, les Américains continuent à dire que de toute façon, Biden est un peu excédé par l'attitude de Netanyahou, qui continue. Bien sûr, pendant cela, il y a aussi des grandes dissensions au sein du cabinet de la guerre israélien. Bien sûr qu'il y a des schismes importants. Il y a aussi de l'autre côté, du côté américain, des voix qui s'élèvent dans le Congrès pour dire qu'il faut arrêter de soutenir Israël. Mais pour l'instant, il faut quand même savoir que les milliers de tonnes ou les milliers de tonnes de munitions et d'armements continuent à affluer à Israël. Il suffit qu'il y ait une rupture de plusieurs jours pour que, 1 ou 2 jours, un jour déjà, ça permet d'arrêter. Mais donc ça continue, et ça continue de tous les côtés, mais essentiellement des États-Unis. Alors Donc les dissensions sont plus personnelles. c'est dans ce contexte qu'il faut comprendre la déclaration récente de Biden selon laquelle donc il allait mettre en place un port
un port humanitaire au large de Gaza. Ça a commencé depuis Chypre. Donc pour acheminer l'aide humanitaire non pas ni par la route ni par l'air mais par la mer. Qu'est-ce que tu penses de cette proposition? C'est de la Alors, je poudre aux pense que yeux, c'est... c'est. Alors, je continue à penser quand même qu'il faut savoir que le passage de Rafah est aussi est contrôlé par les Israéliens qui ne laissent pas passer les vivres et que des milliers de camions qui portent des vivres et des aides humanitaires, pas seulement des vivres, mais aussi des produits médicaux, etc., des aides humanitaires aux Palestiniens qui sont entassés devant le passage de Rafah et qui n'arrivent pas à circuler par le fait que les Israéliens bloquent ce passage et qu'il suffit de le débloquer, de l'ouvrir pour que les aides arrivent. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point est sous prétexte de vouloir quand même vérifier tout ce qui passe par ce que ça, c'est la responsabilité. En fait, normalement, la distribution des vivres et les aides, c'est la responsabilité de la Croix-Rouge et avec le Croissant Rouge palestinien, avec les services du ministère de l'Intérieur à Gaza, en fait, qui permettent effectivement d'acheminer les aides à toutes les personnes qui en ont besoin dans l'ordre et surtout que tout le monde puisse avoir quelque chose. Or, de ce fait, effectivement, ce matin, je voudrais quand même signaler que la personne qui est responsable du côté de Gaza, en fait, du ministère de l'Intérieur à Gaza, a été assassinée par les Israéliens, puisqu'elle a réussi à faire entrer 2 camions et les acheminer jusqu'au nord de Gaza, alors que ces gens dans le nord commencent à mourir réellement de faim, qu'il y a eu plus de 20 enfants qui sont morts de faim, de famine, donc littéralement, et beaucoup de personnes sont sur le point, sont dans une situation de famine. Alors, ce colonel a été assassiné par les Israéliens. Il a été assassiné par les Israéliens. C'est le colonel Bahbouh. Donc, et il s'est battu. Et il a quand même réussi à tuer plusieurs soldats israéliens qui l'avaient assailli. Deuxièmement, les tirs contre les personnes qui venaient récupérer les aides ont été aussi menées par des Israéliens, par les soldats israéliens, mais aussi menées par la mer, en fait. Donc là aussi, on vise vraiment à tuer tout Palestinien qui bouge. Et puis, donc, ces deux camions sont arrivés. Face à cela, en fait, ça c'est aujourd'hui, mais il y a quelques jours, alors les Américains ont commencé à dire ah il faut quand même continuer la guerre, mais arrêtez, il faut que les Israéliens fassent attention à ne pas tuer pas trop de civils. Ceci en fait, mais c'est pas seulement de la poudre aux yeux, c'est plus vraiment de la façade, je dirais. C'est encore une fois mettre un masque pour redorer leur blason, comme quoi ils sont défenseurs des droits des humains, alors que les Américains sont ceux-là qui mènent la guerre et qui mènent la danse, en fait, parce qu'ils ne veulent pas qu'il y ait effectivement un arrêt
de l'agression, puisqu'il y a eu 5 vétos américains qui ont annulé et qui ont bloqué les décisions au Conseil de sécurité, des décisions de l'ensemble des pays qui sont au Conseil de sécurité, qui sont d'arrêter immédiatement un cessez-le-feu immédiat et permanent, et puis faire venir et entrer les vivres. Eux, ils disent non, non, bah, vous inquiétez pas, on n'arrête pas, nous, on va prendre en main la distribution des vivres. Et de ce fait, donc, ils prétendent distribuer des vivres, mais vous savez qu'ils avaient commencé par parachuter des vivres qui ont tué des personnes, et les personnes ont été tuées en se rapprochant aussi de ces aides. Certaines de ces aides sont parties jusqu'à tir parce qu'il y avait du vent, et donc on a découvert qu'il y avait à l'intérieur juste pas des chaussures, comme des tongs en plastique, et puis des boîtes d'alimentation pour chats et chiens là-dedans. Donc voilà les vivres qu'ils veulent envoyer. Ça d'un côté, de l'autre côté, là maintenant, ils veulent faire un port mobile au large de Gaza pour soi-disant, et que pour ce faire, il leur faut 1 000 soldats américains. Donc ça, ce sont les Américains qui prennent en main cette distribution de soi-disant les vivres et les aides. Alors, qu'en penser? Que penser de cette décision? Alors, d'abord, il faut savoir qu'au large de Gaza, il y a du gaz et du pétrole. Hein, point. Deuxièmement, que 1 000 soldats, ça veut dire que c'est un débarquement américain, que cette question de la distribution des vivres, c'est le travail de l'UNRWA qu'ils sont en train d'essayer d'abolir, plus la Croix-Rouge internationale, plus le Croissant-Rouge palestinien par le passage officiel de Rafah, et que normalement, ils sont en train aussi d'arrêter, ils sont en train d'annuler aussi, de neutraliser ce passage, et que l'Égypte aussi a un droit de regard. Ce passage de Rafah, c'est une ville égyptienne. Elle est aux frontières de la Palestine occupée, certes, mais c'est une ville égyptienne. Et donc, ce sont maintenant les Américains et les Israéliens qui arrêtent tout et qui créent aussi un passage essentiellement américano-sioniste, américano-israélien. Donc, sioniste complètement. Et comment pouvons-nous penser qu'ils vont véhiculer de l'aide quand on pense qu'en Syrie, ils avaient envoyé de la farine empoisonnée et un grain qui tue la terre et qui fait que rien ne pousse pendant 10 ans, comment pouvoir penser que c'est de l'aide, et ce n'est pas de l'aide empoisonnée réellement, pour continuer le génocide d'une autre manière, mais sous la bannière, hein, aide alimentaire. Donc, moi, je ne peux pas m'empêcher de penser à ça, et je pense que le génocide continue, et avec l'aide des Américains, avec les Américains, et en plus que là, c'est un débarquement américain sur la région pour encadrer, pour réoccuper Gaza de manière américano-sioniste. Mhm. Alors on va faire un crochet par la France, hein, parce que le conflit à Gaza a des retentissements jusqu'en France évidemment. Il y a un dessin de Coco qui est paru dans Charlie Hebdo qui est un dessin assez horrible quand on connaît le contexte de la famine et de la guerre à Gaza. L'humour de Charlie Hebdo est toujours à se moquer d'un type de victime, les Arabes et les musulmans, et jamais des Juifs, ou si peu.
Euh, Qu'est-ce que ça t'inspire, toi, cette polémique? Pour moi, ce n'est pas de l'humour, c'est du mépris total. Charlie Hebdo est sioniste, clairement, et il confirme qu'il est sioniste, hein. Il a toujours été d'ailleurs défenseur de tout ce qui est tout ce qui porte atteinte aux croyances des peuples arabes, hein, et surtout des peuples en général du tiers-monde, depuis les caricatures sur le prophète, les caricatures sur l'Église, les caricatures sur... et tout ça, c'est porter humiliation et mépris aux peuples qui ne sont pas les peuples ariens, je dirais, les blancs ou les occidentaux. C'est effectivement, c'est le fascisme dit de gauche. Ils se disent de gauche, mais c'est des fachos pour moi. Alors Pour ça, moi, ce c'est sont un des virage sionistes. que Charlie Hebdo a pris depuis que Philippe Val est passé en tant que rédac chef de ce journal. De toute façon, oui, mais c'est important aussi de voir, d'avoir un esprit critique et c'est pas les étiquettes qui comptent, c'est le contenu. Mhm, Ça, c'est un côté. Et de notre côté, mais moi, je voudrais saluer quand même tous les peuples du monde qui continuent à soutenir les Palestiniens. Je voudrais saluer le peuple irlandais et son gouvernement qui ont fait aussi lors une visite au cimetière des anciens de leurs aïeux aussi un vibrant hommage aux Palestiniens, mais aussi à leurs ancêtres, hein, en disant à nos ancêtres qui ont été décimés par l'occupant anglais britannique, qui ont été décimés par la guerre et par la famine. Nous portons hommage aujourd'hui et nous adressons un message à Biden qu'il regarde aussi du côté de ses grands-parents, de ses aïeux, parce qu'il est d'origine irlandaise apparemment, et donc qu'il ne recommence pas et qu'il reconnaisse aussi ces criminels qui étaient les Britanniques, bien sûr, et qui sont toujours les Britanniques qui continuent aux côtés d'Israël et donc qu'il fasse tout ce qu'il faut pour cesser ces génocides dans le monde et que ça ne se répète jamais. mhm. Alors ça c'est, je voudrais saluer le peuple irlandais et la République d'Irlande. Je voudrais saluer aussi tous les peuples qui aujourd'hui continuent à se manifester sous différentes manières. Dans le Pays basque hier, et ça, je t'ai envoyé l'image. En fait, dans le Pays Basque, ils ont fait en fait, un énorme sur la plage, un énorme, comment dire, ils se sont tous couchés par terre comme si c'était un génocide. Ils ont dit c'est un génocide avec une énorme image de la peinture de Picasso sur Guernica, donc qui rappelle aussi le génocide de Guernica de la Deuxième Guerre mondiale. Euh, Tous les peuples qui continuent aussi, le peuple américain qui continue à manifester et à faire aussi, le peuple suédois qui continue à manifester partout, le peuple hollandais à Amsterdam, l'autre, il y a 2 jours, il y a eu dimanche en fait, hein, il y a eu une grande manifestation avec tout un tas de voitures qui ont parcouru avec le drapeau palestinien, qui ont parcouru les rues d'Amsterdam en klaxonnant à fond. Donc tout ça, ça continue et c'est une mobilisation vraiment générale dans le monde contre ce génocide qui se perpètre et qui continue malgré les décisions de la Cour internationale de justice et malgré aussi un rappel à l'ordre, il y a eu 4 jours du tribunal
aussi internationale de justice, de la Cour internationale de justice à Israël et contre ce génocide. Donc, franchement, c'est quelque chose d'assez fort. Et je pense que aujourd'hui, en fait, à l'occasion justement de l'élection du président Poutine, de la réélection du président Poutine, beaucoup de chefs, je dirais, d'État, notamment il y a eu Ismail Haniyeh, le responsable de Hamas, qui a félicité Poutine pour son succès et le remercie de du soutien qu'il apporte à la question palestinienne et à son importance. Il est important aussi de voir que cette élection va changer certainement beaucoup de choses par rapport à la Palestine, par rapport à la région, au Moyen-Orient, par rapport à Israël, qui jusqu'à présent aussi faisait fi de tous les accords et de toutes les restrictions et de toutes les règles, hein, parce qu'il faut dire quand même, le droit international interdit, et comme le droit des guerres, interdit la violation des hôpitaux, interdit la violation des écoles, la violation des lieux de culte. Or, Israël fait tout ça et interdit aussi l'accès à la mosquée Al-Aqsa du peuple palestinien, sachant que aussi c'est un droit élémentaire du peuple occupé d'avoir la liberté de pratiquer son culte et de pratiquer ses règles de vie. Mais aussi, donc, les Israéliens continuent à violer tous les, toutes les règles, y compris aussi en Cisjordanie et aussi dans les prisons, parce qu'ils accentuent la répression contre les prisonniers palestiniens. Et moi, je dirais, ce sont des détenus d'opinion palestiniens, parce que leur crime, c'est d'être pour l'indépendance de la Palestine. Leur crime, c'est de défendre leur peuple. Et donc, là-dessus, aussi, là, ils accentuent aussi la répression contre Marwan Barghouti, qui est en prison depuis l'an 2000, pratiquement dans leur geôle. Et là, ils accentuent la pression, ils l'ont transféré on ne sait où, etc. Et ça, c'est quelque chose qui est de la pure provocation au peuple palestinien, d'une part, mais aussi à l'ensemble de ceux qui veulent appliquer la loi internationale à ce pays. Alors, on va revenir en France pour parler un petit peu toujours des retentissements du conflit à Gaza sur la Mhm, politique et les médias en France, avec cette passe d'armes qui a eu lieu entre Edgar Morin et Meir Habib, dont je t'ai mhm, parlé en préparant cette émission. mhm. On voit effectivement Meir Habib tenir des propos relativement abjects. Bon, ceux qui, comme toi et moi, le connaissent, on n'est pas spécialement surpris, mais là, c'est vrai qu'il est très frontal. Et il a en face de lui Edgar Morin pardon, qui ne, qui dans un premier temps est blessé quand même par les mots de Meir Habib, mais qui ne se laisse pas démonter pour autant et qui lui répond. Qu'est-ce que ça t'inspire aussi, le soutien dont font preuve aussi les collègues? Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que... Écoute, moi, je pense que c'est quand même c'est en fait quelque chose qui ne fait que montrer à quel point ceux qui soutiennent Israël, non, sont pauvres au niveau des arguments. Et donc, ils passent très vite aux accusations et au lynchage et euh, comment dire, aux insultes, hein, à défaut d'arguments, ça d'une part. Et puis d'autre part, à quel point les gens qui sont sincères et qui ont des principes éthiques, hein,
des principes qui ne changent pas parce qu'ils sont juifs ou parce qu'ils sont autre chose. C'est des principes d'humanité et des principes humains. Donc, ça montre effectivement la différence de valeur, je dirais, des deux personnages. Mais il est important de voir qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de juifs dans le monde qui se démarquent de ce génocide et qui se démarquent du sionisme et qui se démarquent d'Israël. Ce projet sioniste a voulu pendant des années faire un amalgame entre ce projet colonialiste lui-même, qui est le projet colonialiste des Américains, des Britanniques et des Français, disons-le, pour garder leur présence au Moyen-Orient. Ils ont donc, et ce sont eux, ces pays, qui ont été les détenteurs de la Shoah et du nazisme et qui ont provoqué ces problèmes, le problème juif, entre parenthèses, entre guillemets, pour créer des mouvements de population, pour faire un exil, un exode, etc., pour que des gens viennent coloniser ce pays qui est la Palestine. Et les Palestiniens n'ont jamais eu à faire ni de pogrom, ni de Shoah, ni de pogrom anti-juif, ni rien du tout. Au contraire. Et dans ce sens, Edgar Morin avait raison quand il disait que c'était de l'ingratitude vis-à-vis des Palestiniens qui les ont accueillis. C'était des gens qui étaient partis en fuyant la Shoah en Europe. Ils ont été accueillis effectivement au Moyen-Orient de manière très agréable et très humaine, je dirais. Mhm. Bon, ça c'est un premier point. Le deuxième point, pendant quelques années et pendant des décennies, ils ont fait croire à tous les juifs que c'était le projet juif et qu'il fallait qu'un juif, si on est juif, il faut soutenir Israël. Et bien maintenant, avec cette pratique euh, de l'État d'Israël, tous les juifs se démarquent de cette pratique et tous les juifs disent que de toute façon, c'est contraire à notre religion. C'est de plus en plus de mouvements qui sont, alors que c'était un mouvement enfin, c'est créé quand même par le capitalisme mondial pour exploiter la région. Donc cet amalgame ne marche plus et que jusqu'à maintenant, on a fait valoir en France le fait que tout anti-Israël est antisémite et toute critique de l'État d'Israël ou de sa politique est antisémite, alors que Alors, c'est justement, j'allais y venir. maintenant ça commence à Je passer. te demandé Ouais. de parler de ce sujet-là précisément en commentant Mm, deux infos. Il y a eu des incidents à Sciences Po suite mm. à un rassemblement en soutien au peuple palestinien. Donc l'UEJF aurait été victime, alors c'est là où c'est pas très clair, de propos antisionistes, antisémites, ce qui, bien sûr, dans notre compréhension des choses, n'est pas du tout la même chose. Des propos antisémites, c'est des propos qui sont condamnés par la loi et que nous, on ne va pas soutenir. Mais des propos antisionistes, là, c'est la porte ouverte un peu à toutes les interprétations parce que des gens sensés et qui combattent le racisme et le colonialisme peuvent tenir des propos qui peuvent être qualifiés de antisionisme. C'est pas peuvent, hein. Antisioniste, c'est pas condamné. Et en À fait, il y mon a avis, un toute amalgame. personne, Il y a un ouais, amalgame qui ouais. est savamment entretenu entre antisémite et antisioniste, comme si c'était la même chose, alors que ça l'est pas. Excuse-moi, l'amalgame, il a été créé par les médias, il a été créé par les responsables Oui, en France. tout à Donc, fait. en fait, on a toujours dit que de toute façon, anti-sioniste, hein, c'est anti-colonial, c'est anti-capitaliste aussi, anti-occupation, puisque le sionisme, c'est la théorie de l'occupation de la Palestine par des lobbies. Euh, Financiers qui profitent de la situation et qui ont exploité surtout les juifs aussi, et ils ont mobilisé les juifs en leur disant c'est votre projet. Or, ça n'a rien à voir.
effectivement, le judaïsme n'a rien à voir avec le sionisme. Et maintenant, heureusement, ça a été dit et redit par des écrivains comme par des historiens et des écrivains israéliens et de plus en plus maintenant par des mouvements antisionistes qui sont juifs. Alors, Donc ça, c'est quelque chose de très, très important on va, à savoir, et ce mouvement progresse. Et on va venir aujourd'hui, justement en conclusion à des choses très positives. Mais juste avant de parler de choses très positives, on va ouais, en parler une dernière info. Il y a eu la profanation du mémorial de la Shoah à Drancy en France. Et évidemment, avant qu'il y ouais, ait le début d'une enquête, donc la classe politique, les élus locaux ont condamné un acte antisémite. Moi, je voudrais juste appeler à la prudence en tant que journaliste qui suit ces mm, questions-là. On voit que régulièrement, il y a des actes soi-disant antisémites ou des étoiles de David qui sont taguées, qui ne sont pas le fait d'antisémites, mais en fait de juifs ou de sionistes qui ont inventé cela pour, de voilà, pour faire sionistes croire eux-mêmes, à effectivement. l'antisémitisme. Donc Ouais, prudence, ben, il y a peut-être de la manipulation en ce moment dans tous les sens, donc prudence. Voilà. Donc des ah, choses en positives. fait, de toute ma vie, je dirais, militante, active, hein, j'ai vu qu'à chaque fois qu'il y a eu un attentat contre les Juifs, quand on va faire l'enquête, hein, c'est toujours des sionistes qui sont derrière. Ouais, c'est Et souvent, c'est on va pas dire toujours toujours, pour, mais c'est souvent. c'est rarement ceux qu'on accuse de le faire. Et ça fait monter, ils profitent hein, du fait de faire monter justement l'antisémitisme pour en tirer le bénéfice pour Israël. Et Alors, en fait, là, c'est le phénomène dont tu parles, il a été disséqué dans un petit livre que je recommande, que tu as certainement lu. C'est un livre de Norman Finkelstein qui s'appelle L'industrie de l'Holocauste. Voilà. absolument. Et l'autre, ça me fait penser à un Il faut dire documentaire. quand même que Un document. Norman Finkelstein a été chassé de l'université de Berkeley, que c'est un grand enseignant aussi aux États-Unis, et que ses propos qui sont anti-Israël ont été taxés, pas interprétés, ont été taxés d'antisémitisme et interdits, etc. Alors Donc en fait, il ne l'est pas du maintenant, tout, évidemment. Et bah, bien sûr, il est le petit-fils de gens qui ont subi l'Holocauste fils ou voire et qui et sont fils morts, même. qui en sont morts. Et les Hein? grands-parents, oui, Oui, mais ses parents ont été dans les camps et ils en sont revenus. oui, bien sûr, Et oui, donc, tout à il fait. figure également dans le documentaire, l'excellent documentaire Defamation, qui parle de Mhm. l'Anti-Defamation League, Ouais, l'ADL, l'équivalent de la LICRA. Et un des passages forts du film, c'est le moment où le réalisateur va voir vers le début du film pardon. une association qui regroupe en fait, qui recense des actes antisémites aux États-Unis. Et quand le spécialiste fouille dans sa base de données, il se rend compte qu'en fait qu'il a que des cas qui sont pas intéressants à montrer à la caméra parce que c'est pas vraiment si antisémite que ça. Ils relayent un peu tout et n'importe quoi en fait dans leur base de données. Mhm. C'est Non, mais en fait, il c'est faut assez dire criant. quand même que le vocable antisémite, il est beaucoup plus utilisé par les juifs, par les organisations sionistes, hein, pour remobiliser les juifs à leur côté, aux côtés du sionisme. Et aussi essayer Alors de qu'il y a beaucoup décrédibiliser. de juifs qui sont antisionistes et pas sionistes du Mhm, tout. tout à fait. Voilà. Et c'est aussi pour décrédibiliser donc les opposants. Alors on va terminer en parlant de choses positives. Tu en parlais de certaines. Je voudrais rajouter donc pour faire écho à ce que tu disais, on va dire le succès de campagnes comme BDS et d'autres, hein, dont on parle de plus en plus dans les médias, Mm. alors que c'était quelque chose qui Ouais. était très combattu il y a encore 10 ans. C'est très important. En fait, la campagne BDS a fait baisser le chiffre Starbucks qui donne quand même, qui se vante de donner 21% de son chiffre d'affaires, de ses gains, pardon, de ses bénéfices à Israël, de McDonald's aussi
qui se vante de donner aussi une grande partie de ses bénéfices à Israël. De la même manière, Pepsi-Cola et Coca-Cola. Et bon, en France, il y a quand même les groupes Carrefour qu'il faut aussi boycotter, que Puma, les chaussures Puma, bon, il faut regarder quand même, il y a toute une liste de produits et de supermarchés et de gros trusts qui, en fait, soutiennent Israël et qui donnent une partie de leurs bénéfices très importants donc à Israël, ça d'une part. Et puis d'autre part, il y a aussi cette campagne. Au cours de cette campagne, il faut continuer effectivement à mener cette campagne. Euh, c'est efficace, et que les chiffres d'affaires, en fait, le revenu d'Israël diminue, effectivement. Et ils ont beaucoup de pertes dans cette offensive de génocide qu'ils mènent contre la Palestine. Il y a comment dire, il y a une chute, pas seulement de leur chiffre d'affaires, en fait, une chute et une dégradation dans la progression économique, qui est bien sûr toujours compensée par les Américains, etc. Mais aujourd'hui, ils ont perdu plus de 140 milliards de dollars, en fait, du fait de la déjà de la perte de la saison touristique, d'une part, du fait que l'aéroport est neutralisé par les tirs palestiniens d'autre part, que certaines productions aussi, ont été bombardées et puis démolies par les Palestiniens, par les réactions des Palestiniens et de l'axe de la résistance d'autre part, par la fermeture de la mer Rouge au canot en fait au canot économique israélien, c'est à l'aller et au retour. Et aujourd'hui, ça progresse encore plus, donc ça c'est très important. Continuons effectivement, et On peut puis ajouter à ce que tu viens de dire également. continuons à soutenir aussi l'ensemble des pays de l'axe de la résistance, donc la résistance libanaise, la résistance yéménite, la résistance irakienne et la résistance syrienne. On Voilà. pourrait ajouter à la liste des points quasiment exhaustifs que tu as dressés la dégradation de la note d'Israël par certains organismes financiers qui participent Exactement. effectivement à faire plonger l'économie israélienne. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de compagnies qui n'investissent plus ou qui retirent leurs investissements d'Israël. Et ça, c'est très, très important aussi. Voilà. Ok. Et n'oubliez pas qu'Israël est une entité fantoche qui est créée sur les cadavres des Palestiniens et qu'elle n'a rien de légal et que c'est un état d'occupation. C'est très important de le savoir et de l'avoir toujours présent en tête. Alors en plus des liens d'articles ou de vidéos qui parlent des points qu'on a évoqués pendant ce site rep, en description de cette vidéo, je mettrai également le lien vers la page de la campagne BDS qui liste les marques actuellement à boycotter. Il faut savoir qu'il y a un boycott sur Puma qui n'est pas encore levé, mais Puma a d'ores et déjà annoncé qu'ils arrêtaient leur partenariat. Donc tant que Mhm. ce partenariat n'est pas complètement levé, c'est-à-dire qu'il n'y a plus Puma sur les maillots, apparemment le boycott continue. Mais il est en cours, et bientôt il sera levé. Donc vous aurez toute l'actualité, je pense, sur le site BDS. Vous pourrez suivre. Et voilà. Et il faut continuer à faire pression au niveau des universités, des académies, etc., pour faire arrêter tous les accords d'association, de coopération scientifique aussi, avec cet État fantoche, avec ces universités et ces académies. Et il faut arrêter à tous les niveaux, toute coopération avec cet État. Il faut l'isoler. Et c'est la meilleure manière pour servir et soutenir le peuple palestinien, mais aussi soutenir le peuple israélien qui est pour la liberté et pour la paix, ceux qui sont
pour la liberté des Palestiniens et pour la paix, parce que tous ne sont pas nécessairement des Netanyahou en puissance. Très bien. Eh ben, Aïssa Midani, merci beaucoup pour les informations que tu nous as apportées aujourd'hui, pour tes analyses. Et ben, on souhaite effectivement le meilleur pour l'avenir à tous les peuples qui souffrent de la guerre. Merci Aïssa. Merci. Merci.